les personnes qui sont sur Teams, on vous demandera d'avoir vos microphones éteints, de poser vos questions sur Teams. L'objectif à l'issue de cet après-midi, c'est de faire une foire aux questions qui sera ensuite diffusée également sur notre site internet. Alors oui, je préfère m'excuser d'avance. J'ai une toux. Voilà, je ne suis pas malade, je ne suis pas covidée. Voilà, je me permets d'enlever le masque. Donc voilà, mais c'est une toux persistante, j'en suis désolée d'avance. Mais j'ai l'avantage d'avoir une adjointe qui prendra mon relais si je tousse trop. Donc sur la session 1, sur la première partie, on sera ensemble pendant 1 heure. L'objectif, c'est de faire un petit point sur les règlements, ce qui change, les objectifs du FSE+, vous présenter ce qu'on a mis dans notre projet de programme opérationnel, puisque je le rappelle, il n'est pas encore validé. Ça reste sous forme de projet. Par contre, en région sud, on voulait être dynamique, on voulait lancer les appels assez rapidement. Sur le FSE, peut-être qu'on est l'une des premières régions à le faire. Et l'objectif, voilà, c'est de vous présenter ce qu'on a mis dans notre projet de programme. Les mesures de simplification. Alors, on les aura peut-être pas toutes mises, mais on a essayé d'être assez exhaustif sur ce qu'on vous propose. Les outils qu'on a mis à votre disposition, puisque l'objectif est de vous mettre à disposition des outils spécifiquement sur le FSE et dès le moment où vous répondez à un appel, c'est-à-dire qu'ils seront annexés aux appels à proposition. Et ensuite, on reviendra sur les modalités de dépôt et de sélection. Sur cette première partie, c'est déjà pas mal. Ça vous va? OK. Alors, sur les règlements. Alors, je dis les règlements, pourquoi il y en a 2 qui sont importants. Donc, ce n'est pas la partie la plus sympa quand on parle de règlement, mais pour ceux que ça intéresse, donc il y a 2 règlements. Un règlement, le RPDC, portant disposition commune pour tous les fonds, et un règlement spécifique au FSE+. Donc, je vous ai mis les références, vous les retrouverez dans les appels, mais c'est vraiment 2 règlements qui font notre cadre juridique et qui vont nous réunir pendant les 7 prochaines années. Donc, c'est important que vous les connaissiez. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter le règlement FSE+, qui est très bien écrit. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a Gaëtane Medens qui est présente parmi nous. Il est, voilà, je vous invite vraiment à le lire. Il donne notamment les notions de dépenses, d'éligibilité des dépenses, et il revient notamment sur les indicateurs FSE qu'il conviendra de suivre. Pour les plus anciens sur la gestion du FSE, il y a quelques changements en termes de participants, en termes de suivi de participants aux opérations. On vous en parlera toute l'après-midi, on y reviendra. Mais là aussi, on est dans une démarche de simplification dans les règlements et on simplifie un petit peu le suivi des indicateurs, et je remercie la commission là-dessus. Ce qu'il faut retenir également, donc le FSE+ se base sur la priorité 4, une Europe plus sociale, et se base sur le socle européen des droits sociaux. C'est vraiment une notion importante. Vous retrouverez notamment en annexe de l'appel une attestation à remplir pour vérifier que vous respectez bien notamment la Charte des droits fondamentaux. On aura l'occasion d'en rediscuter si vous déposez un appel. Le règlement FSE+, présente 11 objectifs spécifiques qu'on peut schématiquement répartir en 3 notions. L'emploi, l'inclusion, la formation. Et pourquoi on parle de FSE+? Tout simplement parce qu'on va faire plus de choses, on en a parlé ce matin, mais aussi parce que le FSE+, fusionne désormais plusieurs programmes. Donc, le FSE... C'est bon? On est bon. Pardon. Le FSE, l'IEJ, le FEAD, le FEASI et le programme santé. Voilà, je ne reviendrai pas. Donc, une enveloppe budgétaire de 6 milliards. Ce qui est important de retenir, c'est que comme sur 2014-2020, on va avoir une gestion partagée avec l'État, avec nos collègues de la DRETS qui sont aussi dans la salle. Donc, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les lignes de partage et finalement que vous sachiez vers qui déposer. Est-ce que je dépose auprès de la région ou est-ce que je dépose auprès de la DRETS sur les lignes État?
Quoi qu'il en soit, et comme ça a été dit ce matin, on fonctionne vraiment main dans la main. Donc, si on se rend compte que vous avez déposé au mauvais guichet, on vous orientera vers les acteurs les plus à même à instruire votre dossier. Au niveau national, l'accord de partenariat entre la France et la Commission européenne, là aussi, qui revient sur les principales thématiques d'intervention des fonds, et notamment du FSE et du partage entre le FSE, le FEDER, le FEADER, qui fait quoi, comment et dans quel objectif. Tant que je suis sur la partie un peu réglementaire, petite nouveauté du week-end, il est paru samedi. Pour les plus intéressés, c'est le décret d'éligibilité des dépenses au niveau national. Donc là aussi, dans nos appels, on se référera au décret d'éligibilité du 24 avril. Il me semble qu'on était le samedi 24 avril. Voilà, donc pile poil en lien avec la publication de nos appels et la journée d'aujourd'hui. Sur les objectifs du FSE+, on retrouve bien entendu la création d'emplois de meilleure qualité, d'améliorer les perspectives professionnelles des jeunes, finalement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et j'insiste vraiment là-dessus, ça fera partie de l'analyse de vos dossiers, de vos projets. On vise des personnes, à accompagner des publics, à accompagner des participants, souvent les moins qualifiés ou en tout cas les plus exposés au chômage, pour les faire monter en compétences et finalement s'intégrer sur le marché de l'emploi. Si cette première partie un petit peu réglementaire est claire, je laisserai Fatima continuer avec le programme opérationnel. Merci Julie. Alors effectivement, je ne vais pas forcément revenir sur toute la présentation que vous avez pu avoir ce matin de la part de nos différents acteurs sur l'architecture de notre programme. Donc, bien noter le nouveau nom, hein, on est bien le programme FEDER FSE FTJ 21-27, petite évolution notamment avec le rajout de la particularité sur le FTJ. Donc, une présentation comme vous avez pu l'avoir un peu ce matin en silo pour que vous puissiez bien voir où vous retrouvez le FSE. Alors, là, vous le voyez en rouge sur le slide, mais vous avez bien compris que notre couleur cette année, pour ce programme, c'est la couleur violette. Mais c'était pour que vous puissiez bien voir l'architecture. Donc, on est bien sur une Europe plus sociale, déclinée en 4 objectifs spécifiques. Donc, la première priorité, donc ce qu'on va appeler, nous, de manière résumée, hein, je vais parler d'entrepreneuriat. La deuxième, orientation, égalité d'accès, formation continue et santé, avec des enveloppes qui ont pu être dédiées. Alors, vous allez le voir hein, sur le slide, on vous a mis la petite particularité, c'est-à-dire que précédemment, on avait, nous, eu comme objectif de faire un OSP, ce qu'on appelle un objectif spécifique dédié à l'égalité femmes-hommes. Alors, je vous avoue qu'il n'a pas forcément bien marché, donc on a décidé de changer un peu de braquet, de passer plutôt sur une inclusion à travers chacun de nos objectifs, d'une attention accrue qui sera faite sur l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations ou les politiques de développement durable. Voilà, c'était la petite nouveauté que vous pourriez retrouver, mais n'hésitez pas sur certains acteurs qu'on avait précédemment à nous interroger si vous n'y retrouvez pas après sur les objectifs spécifiques. Donc, je vais passer. Donc, comme vous l'avez vu, sur cette priorité pour la région Sud, sur notre nouveau programme opérationnel, 2 nouveautés. Alors, tout le volet entrepreneuriat, pour certains qui émergeaient déjà sur le programme opérationnel 14-20, relevé des anciennes Direx, actuellement DRETS. Donc pour nous, dans une volonté, comme le disait M. Viano ce matin, d'être vraiment dans une articulation avec nos politiques régionales, on a eu le souhait, en lien avec les services de l'État, de récupérer le volet entrepreneuriat pour vraiment être dans une mesure d'articulation et de complémentarité des dispositifs. Donc vous voyez un volet dédié, alors volontairement abondé de 24 millions d'euros. Hein, donc ça montre bien la politique et la volonté de la politique régionale d'agir avec les acteurs du terrain que vous êtes à destination des participants, hein, sur la création, la transmission, la reprise d'entreprise. Alors pas sur le développement de l'entreprise, mais bien à destination des participants pour qu'ils créent leur emploi, pour qu'ils soient dans cet objectif de création de leur propre emploi et après par effet ricochet d'emploi sur le territoire régional. Là, vous pouvez voir partager donc les 2 principales
sous-actions, ce qu'on va appeler nous les sous-actions. Donc, c'est favoriser la dynamique entrepreneuriale, donc création, reprise, transmission. Donc là, vous aurez une présentation un peu plus fine hein, dans le deuxième atelier de ce que recouvre vraiment les typologies d'action de chaque appel. Et une deuxième particularité que nous, on a voulu mettre en exergue, hein, c'est soutenir l'émergence et l'accompagnement des projets sur les territoires fragiles et notamment sur les quartiers de l'économie sociale et solidaire. Là, toujours dans les discussions avec la Commission européenne, il y avait vraiment cet effet levier qu'on souhaitait apporter sur ces territoires. Quelque chose de plus commun ou plus connu, je dirais, par vous, par certains porteurs, qui est l'orientation et l'égalité d'accès. Alors, on a 2 actions prioritaires. Donc, pour nous, on va avoir une première, c'est favoriser l'éducation inclusive, sachant que principalement, vous y retrouverez les écoles de la deuxième chance. Donc, vous avez pu avoir un très beau reportage ce matin et de beaux échanges, sachant qu'on le verra un peu plus tard, l'inclusion relève plus de la directe, mais on avait vraiment voulu nous récupérer, garder les écoles de la deuxième chance dans l'articulation avec le dispositif régional, puisque les écoles de la deuxième chance sont mandatées SIEG par la région, et parce qu'on avait aussi cette politique, merci, cette volonté d'être toujours sur un objectif d'insertion vers l'emploi. Deuxième chose, c'est l'orientation choisie et l'insertion durable, ce qu'on a voulu nous mettre en avant dans cet objectif spécifique. Donc, c'est en fait tout ce qui est promotion, action de sensibilisation, découverte des métiers. Comme le disait Julie tout à l'heure, on a une volonté, nous, d'élargir les publics. Donc, on va vraiment sur les jeunes, mais pas que les jeunes et leurs familles, pour qu'ils puissent découvrir ces métiers, notamment ces métiers porteurs d'emploi. Favoriser les liens hein, entre les jeunes, les apprentis, les personnes qui ont besoin d'informations sur cette découverte des métiers et le monde de l'entreprise, puisque c'est important d'être axé sur les besoins du territoire. Aussi accompagner les personnes les plus éloignées dans ces orientations vers l'emploi. Donc, ça peut être des personnes en situation de handicap ou de précarité. On avait aussi tout ce qui était et je me souviens plus de la quatrième. Et l'apprentissage, voilà. L'apprentissage, mais de manière, vous allez le voir, nous, un peu résiduelle, puisque la compétence apprentissage, depuis 2019, est récupérée par l'État avec cette volonté vraiment d'être sur une volonté d'avoir un parcours global sur l'apprentissage. Donc, nous, on sera un peu sur plutôt l'orientation via les voies d'apprentissage. Donc, vraiment la promotion de l'apprentissage en complémentarité avec l'État. Et quatrième nouveauté, donc la santé, mais la santé sous l'aune de la proximité, de l'accès aux droits. Donc, un triptyque, hein, en fait, ce serait plutôt le développement de la télémédecine, de la lutte contre les déserts médicaux et les bourses de stage, puisque après, effectivement, là aussi, on le verra tout à l'heure, c'est une compétence partagée qu'on a avec la DRET, où eux sont plutôt sur l'accès aux soins. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à travailler, nous, avec notre direction opérationnelle et qu'on continue, puisque il faut qu'on puisse, comme c'est une nouveauté à la fois régionale, mais aussi nationale, qu'on puisse bien s'articuler sur les dispositifs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'architecture en elle-même, les montants qui ont été alloués, les décisions qui ont été prises. Oui. Oui, on va revenir sur les modalités, bonjour. On va revenir sur les modalités d'accompagnement, mais en effet, en fait, avant tout dépôt de projet, on vous invite à nous mobiliser, à nous contacter en cas de doute, puisque on peut pas, une fois que vous avez déposé votre dossier, on ne peut pas le rattacher facilement à un autre objectif spécifique. Donc, mieux vaut prendre contact avec le service et je vous dirai comment faire. Merci. Alors, un petit focus sur l'organisation territoriale du FSE+, puisque comme vous l'avez compris, on se partage l'enveloppe avec nos collègues de l'ADRET. Alors, ce petit slide, c'est plutôt pour les
primo-demandeurs, les nouveaux demandeurs sur le FSE, pour que vous soyez bien au courant. Donc, le FSE est géré à la fois par l'État au titre de son programme national et par les régions au titre de leur programme régional, donc sur une répartition 70% État, 30% région. Alors, on est tous les deux désignés comme autorité de gestion, donc en charge de la gestion des fonds européens et du Fonds social européen. Donc là, on vous a fait un petit schéma pour que vous compreniez bien l'articulation. Donc, on est deux autorités de gestion et l'État, lui, a une déconcentration en fait de l'autorité de gestion. Donc, vous pouvez retrouver des autorités locales portées par les DREET qui ont la possibilité aussi de déléguer à ce qu'on appelle des organismes intermédiaires qui sont là pour accompagner les DREET sur le cofinancement du FSE sur le territoire. Donc voilà, donc dans le cadre des discussions avec nos collègues de l'État, on a défini une ligne de partage où on a bien défini, nous, deux champs d'intervention distincts. Donc, vous pouvez retrouver le champ porté par la région, donc c'est favoriser la dynamique entrepreneuriale, développer l'éducation inclusive et l'orientation choisie et l'insertion durable, développer l'ordre de formation et les besoins et les innovations pédagogiques, pardon, et permettre une meilleure égalité d'accès aux soins dans le cadre de la santé. Côté État, eux sont plus sur la mise en œuvre des actions inclusives d'accompagnement vers l'emploi, favoriser l'action de l'emploi des jeunes, anticiper les mutations économiques et former les occupés, développer des actions d'innovation sociale et renforcer le système éducatif. Donc là, comme ce matin, c'est une version qu'on a finalisée encore sous peu avec nos collègues de la DREET. Donc, ce sont des lignes de partage qui ont été entendues entre nous et qui ont vocation à être signées entre l'État et la région de manière plus officielle. Ce que nous, on souhaitera faire après, c'est qu'on pourra décliner cette ligne de partage dans des petits mémos qu'on vous mettra à disposition pour que vous compreniez bien, puisque quelquefois, on peut avoir un projet qui émarge sur plusieurs thématiques pour savoir comment vous vous répartissez. Sachant que ce qu'on peut nous vous dire déjà, c'est que quand le projet est à 80% sur favoriser la dynamique entrepreneuriale, l'accord qu'on a mis avec la DREET, c'est qu'on récupère le projet. Par contre, si on est sur le volet emploi, plus sur un parcours de remobilisation vers l'emploi, de lever des freins périphériques, qui aurait une petite partie entrepreneuriat, là, on n'irait plus sur la DREET. Mais voilà, vous avez compris, comme on est un double guichet, on aura, nous, toujours une relation suivie avec nos collègues de la Grèce pour vous orienter vers le meilleur programme et lever les fonds correspondants. Donc, des discussions, on a pu convenir qu'il y avait 8 champs d'intervention qu'on peut identifier et qui ont nécessité une ligne de partage. Donc, concrètement, on puisse bien vous expliquer qui fait quoi. Donc, sur ces questions, on a l'accès à l'emploi, la prévention, la lutte contre le décrochage scolaire, l'appui à la mobilité, l'économie sociale et solidaire, le soutien à l'apprentissage, les actions de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, les innovations et l'expérimentation sociale et la santé. Alors, ce que vous allez voir, c'est que dans cette ligne de partage, il y a des choses sur lesquelles on s'est plutôt réparti selon les acteurs. Il y a des thématiques sur lesquelles, par exemple, la mobilité professionnelle et le soutien à l'apprentissage, là, clairement, on a laissé l'animation, le pilotage par nos collègues de la DREET, sachant que nous, on pourrait intervenir, mais sur plutôt des petites compétences résiduelles. À l'inverse, par exemple, sur l'innovation sociale ou les actions de lutte contre l'illettrisme ou l'électronisme, c'est des thématiques qu'on peut récupérer, mais à travers les 4 gros OS qu'on vous a déclinés tout à l'heure. Donc, s'il y a un volet entrepreneuriat, s'il y a un volet orientation, égalité d'accès, s'il y a un volet santé ou formation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette ligne de partage. C'est clair. Bon, c'est très bien. Mais voilà, c'est que, au résumé, on récupère le volet entrepreneuriat. On a toujours ce volet innovation sur la formation continue, le volet santé et à l'inverse, nos collègues de l'adresse récupèrent tout ce qui est apprentissage, mobilité et accompagnement des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Alors, volontairement, j'ai mis sur le slide PJJ ASE, puisque je crois qu'il y a nos collègues de la PJJ avec nous, pour que vous compreniez bien que voilà, sur l'accompagnement des jeunes et notamment les jeunes les plus en difficulté, il y a cette volonté de les faire accompagner dans le cadre des parcours de remobilisation par la DREET.
On peut passer si vous avez sauf si vous avez des questions. Monsieur? Le projet c'est-à-dire sur les lignes de partage ou vraiment, Oui, je pense que c'est ça. Alors sur l'entrepreneuriat, du coup, de fait, ça dépendra de nous, de la région. Donc vous déposerez un projet, mais en termes d'éligibilité des dépenses, on ne prendra que celles qui concernent notre région. Après, il faudra, vous tourner vers, les autres autorités de gestion pour, faire supporter les dép comment? Ah bah potentiellement oui, c'est ce que ça veut dire. Donc alors après, si votre projet, vous voulez dire qu'il touche des participants au niveau national? Pas uniquement oui, dans ces cas-là, en effet. Non. d'autres questions? Oui? Ouais, je vais peut-être vous donner une En 10 secondes sur la question de l'entrepreneuriat, donc on a évoqué là tout à l'heure des bénéficiaires, donc des personnes physiques. On parle aussi d'entreprises de moins de 3 ans comme l'ancien FSE. Et donc j'imagine, par rapport à la géographie, toutes ces entreprises doivent être créées sur la région sud. Alors concrètement, comme je le disais en introduction, ce qui importe à l'analyse de votre, dossier, c'est que vous accompagnez des personnes enfin, que votre projet touche le territoire régional. Après, si, l'entreprise, est créée, à la frontière entre l'Occitanie et la région sud, ça va être un peu plus compliqué. Le FSE ne vise pas à accompagner des entreprises. On vise vraiment à accompagner des demandeurs d'emploi, des personnes éloignées de l'emploi à créer leur entreprise. Donc quand ils rentrent en formation, en accompagnement, ce sont bien des personnes de notre territoire potentiellement qui ensuite vont créer leur entreprise ailleurs. Donc l'objectif, c'est vraiment l'accompagnement des publics, des personnes et c'est, on analysera au 1er jour, de leur arrivée dans le projet. Voilà. C'est plus clair? Ça répond à la question en tout cas? Toujours. Bonjour, si je peux me permettre, j'ai 2 questions, je peux? OK, super. La première, c'est est-ce qu'il y a une réorientation entre la DREETS et la région selon le statut du bénéficiaire? C'est-à-dire la formation professionnelle serait plutôt région, demandeur d'emploi plutôt DREETS? Non? D'accord. Et j'ai une deuxième question sur des dispositifs, et il y en a beaucoup qui combinent pour des bénéficiaires du CEJ avec, des programmes de remobilisation. Est-ce que juridiquement, c'est possible de combiner, est-ce qu'il y a un souci FSE dans le CEJ ou pas du tout? Le CEJ, non? Sur le contrat d'engagement, pardon. Alors, sur la répartition sur la formation pro et demandeurs d'emploi, en fait, tout simplement, comme le disait Fatima, il y a une première entrée qui sont les compétences de l'État et la région. La région est compétente en matière de formation professionnelle. De fait, le FSE plus géré par la région sera orienté vers la formation professionnelle. Au contraire, l'État, intervient sur la formation des salariés. Dans ces cas-là, le FSE+, géré par l'État, s'orientera naturellement, vers la formation des salariés. Les demandeurs d'emploi, c'est pour ça que ça fait partie des 8 thématiques qu'on a identifiées. Les demandeurs d'emploi, en fonction, peuvent se retrouver aussi bien, du côté du PO national, dans tout ce qui est, levée des freins périphériques, hem on a parlé de la santé tout à l'heure, de l'insertion, notamment, quand, la DREET se délègue une enveloppe au département, les départements ont une compétence en matière d'insertion. Dans ces cas-là, on reste, côté État. Si par contre on est sur de la formation, de l'orientation,
de la création d'entreprise, on est côté région. Donc vraiment, il y a une notion de compétence de l'État et des régions qui est une répartition nationale. Je vous en prie. Sur la deuxième question, alors je vois pas forcément la problématique. Ou c'est peut-être que j'ai mal compris la question. Alors, quoi qu'il arrive, il ne peut pas y avoir de double financement. C'est-à-dire que le parcours d'un jeune, en effet, ça, on n'a pas réussi. Mais le parcours d'un jeune peut être ponctué sur la phase levée des freins périphériques par du FSE national. Et une fois qu'il rentre dans un autre dispositif, imaginons une fois qu'il a fait une action de levée des freins périphériques, il rentre en formation qui est intégrée dans la commande publique de formation régionale. De fait, il bénéficiera de FSE régional. Donc finalement, dans sa vie, dans son parcours professionnel, il aura pu bénéficier des deux, mais jamais en même temps. De fait. Toujours par rapport à la promotion sur l'apprentissage. Donc, je représente un OPCO. Donc, une de nos missions, c'est la promotion de l'apprentissage. Et donc, on organise et on participe à des salons en direction des jeunes pour promouvoir l'apprentissage. Est-ce que c'est ce type d'actions qui peuvent être financées et auxquelles est-ce que nous, on peut postuler à ce genre de projet? Alors, sur la promotion de l'apprentissage, en effet, ça reste des dépenses qu'on a envisagées dans le cadre du programme régional comme éligibles. Par contre, sur 2022, on verra, en fait, on le verra dans la deuxième séance, mais on a restreint les appels sur certaines thématiques. Et en l'occurrence, sur 2022, le cofinancement des salons, on ne l'a pas intégré. Mais dans le PO, tout à fait, ça dépendrait de notre PO régional. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, et de toute façon, là-dessus, on fonctionne en partenariat avec les services de la région, ce que nous, on appelle les services opérationnels. Donc, on a toujours un volet, on va dire, européen côté direction Europe, et on a un volet plus métier si la région lance des dispositifs ou finance aussi des projets sur le territoire. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous en avez parlé tout au début de votre présentation. Nous, on est margé, donc on est Maison de l'Emploi, on est margé sur une action spécifique égalité femmes-hommes. Avec donc c'était la thématique principale avec plusieurs actions dedans, notamment sur de la formation ou de l'orientation, sur l'éducation, sur de l'entrepreneuriat. Donc en fait, on avait des thématiques mais ciblées sur l'égalité, mixité, et qui dépendent aujourd'hui du coup de plusieurs. Ouais. Donc comment, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment on peut cibler, nous, cette ligne transversale qui est l'égalité et la mixité? Alors, l'objectif n'est pas du tout de vous faire scinder votre projet. Déjà, je vous rassure là-dessus. Non, on vous accompagnera pour un seul dépôt. Un seul dépôt oui, ou sur l'entrepreneuriat ou sur l'orientation, enfin sur notre deuxième axe. Je pense vraisemblablement sur le deuxième axe, orientation, éducation inclusive et égalité femmes-hommes. Voilà. Sur l'appel 2022, on en parlera tout à l'heure, mais on a intégré cette thématique-là, égalité femmes-hommes, dans ce deuxième volet, quand bien même ce soit transversal à tous nos appels. Voilà. Mais dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, l'objectif n'est pas du tout de vous faire scinder votre projet.
Il est ouvert, je ne sais pas, vous m'entendez? Ah, pardon. Pardon, je pensais que vous nous reprochiez de ne pas nous entendre. Je ne peux pas faire mieux. Alors, c'est Madame Nadia Mezoud qui est responsable d'un dispositif de formation parcours et mobilisation qui accueille et accompagne des jeunes très éloignés de l'emploi vers l'insertion socio-professionnelle. Et elle demandait si ça correspondait désormais de la DRETS. Vraisemblablement, avec les quelques informations que j'ai là, je dirais oui. Après, on se tient à disposition pour aller plus loin dans l'analyse. Et comme je le disais tout à l'heure, si on se rend compte que le projet dépend de nos collègues de l'ADRETS, dans ce cas-là, on le réorientera. Toujours dans le cadre de la promotion de l'apprentissage, on a des projets de préparation à destination des jeunes publics qui sont en demande d'emploi pour préparer l'entrée à l'apprentissage. Donc, est-ce que c'est vous ou c'est l'ADRETS, ce genre de projet? Il me semble, alors là, c'est sous couvert, hein, c'est côté DRETS, c'est ce qui me semblait. On avait ouvert sur 14-20 tout ce qui était prépa apprentissage. Et c'est vrai que sur 14-20, c'était chez nous. Là, ça nous semblait quand même plus cohérent à partir du moment où on est sur la thématique d'accompagnement du public. On n'est plus sur la promotion de l'apprentissage, on est vraiment sur l'accompagnement du public. Et dans ce cas-là, c'est DRETS. Oui, exactement. Oui, l'objectif, quand on a pu le faire, on l'a fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette personne-là, elle aura du FSE national sur un plus long parcours. Potentiellement, elle n'aura que ce parcours-là avant de rentrer dans la vie professionnelle. Et dans ce cas-là, ce sera uniquement du FSE national. Alors, donc vous l'avez compris, hein, dans le cadre des échanges de ce matin, on a souhaité, nous, aller vers un FSE plus renouvelé, puisque renouvelé, on souhaite aller vers plus de simplification. Alors, simplification pour l'autorité de gestion, mais surtout pour les porteurs. On souhaite capitaliser vraiment l'expérience passée de 14-20 pour pouvoir vous proposer à la fois des outils, des procédures qu'on a un peu renouvelées, simplifiées, pour qu'à la fois les dépôts se passent plus facilement et que les remontées de dépenses aussi correspondantes le soient aussi. Puisque vous l'avez vu tout à l'heure, en termes de programmation, on est plutôt bon sur le FSE, on est à 114%, mais sur la certification, on a compris que on peinait un peu plus, mais voilà, l'objectif, c'est de vous proposer des outils. Donc, Julie les évoquera tout à l'heure, mais que vous compreniez bien, nous, notre stratégie de simplification. Donc, vous allez le voir, hein, suite à la publication des appels, on a souhaité développer encore un peu plus la dématérialisation. Donc, pour les porteurs qui ont l'habitude de déposer déjà avec nous, vous savez que vous avez la possibilité de déposer votre projet dans e-Synergie. Donc, voilà, c'est un dépôt dématérialisé avec la possibilité d'y inclure toutes les pièces correspondantes. Vous le verrez, toutes nos procédures, on a essayé de les automatiser un maximum, c'est-à-dire que tous les outils dont on va vous mettre à disposition vous permettront de calculer automatiquement votre plan de financement, de voir vos indicateurs, de faire votre description détaillée de votre projet, d'être un maximum autonome et en adéquation avec nos attentes quand vous allez déposer votre demande de subvention. Parce que c'est vrai que quelquefois, alors je parle pour les plus petits porteurs qui ne sont pas forcément outillés en termes administratifs ou financiers, le FSE avait pu faire peur. Donc notre objectif, c'était de déployer un maximum d'annexes ou d'outils pour pouvoir le faire de façon plus sécurisée. Sachant que notre objectif aussi, c'est de permettre un accompagnement de proximité avec ces primo-demandeurs pour pouvoir faciliter les dépôts. Vous allez le voir aussi, mais pour les porteurs qui ont l'habitude avec nous, on est très friands, nous, des options de coûts simplifiés. Donc, une option de coûts simplifié vous permet voilà, de présenter une remontée de dépenses de manière forfaitaire
et non pas forcément au réel sur vos dépenses, sur les dépenses réelles, mais présentées sur une option de coût simplifié. Alors, vous le verrez plus longuement avec la présentation de chaque appel où on ira vraiment dans le détail. Donc là, voilà, c'était juste que je puisse vous présenter les trois options qui seront. Si je peux juste sur les options de coûts simplifiés, la grande nouveauté quand même à noter dans les appels 2022, c'est que pour beaucoup de projets, on va vous donner le choix entre plusieurs OCS, alors que sur 2014-2020, on imposait un OCS par appel. Donc ça, c'est le premier point. Pour beaucoup qui avaient déjà travaillé avec nous, vous connaissez les forfaits à 40 et 15%. Mais quand même, il y a d'autres nouveautés, notamment, comme le disait Fatima, on veut soutenir les petits projets à mobiliser des fonds européens. Donc ça, c'est une grande nouveauté. On met en place les projets de budget qu'on vous expliquera tout à l'heure sur la deuxième séance. Donc ce serait pour tous les projets inférieurs à 200 000 € de coût total éligible. Et ensuite, on est en train d'ouvrir, de travailler sur d'autres types de simplifications. On évoque ici le financement non lié au coût, mais dès 2023, dans nos appels 2023, on ira encore plus loin sur de nouvelles options de coûts simplifiés, notamment les montants forfaitaires pour ceux qui connaissent, ou les barèmes standards de coûts unitaires pour les plus friands. Autre mesure de simplification, vous l'avez vu dans les actions qu'on souhaite nous cofinancer, ils font beaucoup appel à des dépenses de personnel. Donc sur toute la partie RH, nous, on va vraiment, dans le cadre des discussions avec vous, aller sur une matérialisation sur des temps fixes que vous pourriez dédier sur vos projets, puisque la Commission européenne ouvre des possibilités simplifiées de faire remonter les dépenses quand on est sur du temps fixe, où on n'a plus que la possibilité de faire appel de remonter un contrat de travail, une fiche de poste pour pouvoir justifier du temps dédié sur le projet, au-delà des livrables, bien sûr, de l'opération. Donc là, pareil, vous verrez dans nos AP, on a un marqueur sur ça. Une simplification du suivi des achats, donc des grilles qui vous seront mises à disposition pour que vous sachiez si vous êtes soumis ou pas à la commande publique. Et si vous êtes soumis à la commande publique, si vous avez bien suivi toute la procédure d'estimation. Oui, oui. Ouais, il y a un atelier, même Chiron me fait part qu'il y a un atelier qui avait été dédié justement sur ça. Donc là aussi, un accompagnement encore plus poussé sur la commande publique, puisque c'est un des principaux axes qui fait écho à nos contrôles ou nos audits au niveau national. Donc voilà, plusieurs mesures de simplification qui vous seront explicitées dans la présentation des appels. Alors nous, en termes RH, on a souhaité être proactif, donc on s'est réorganisé en amont même de la publication de la présentation de ce programme opérationnel. Donc là, vous avez toute l'équipe avec nous. Donc on est une dizaine de personnes. Donc il y a Mme Chiron qui est la chef de service et moi son adjointe. On dédie 3 chargés de mission avec chacun une référence thématique. Donc vous avez Hugo qui sera sur l'entrepreneuriat. Vous avez qui est là. Que vous connaissez peut-être pour certains, puisqu'on a déjà fait les dialogues de gestion en lien avec nos collègues du CECIP sur mon projet d'entreprise. Aurélie Da Silva, qui est là plutôt sur la formation continue et l'innovation pédagogique. Et Sarah Doré, qui, elle, sera plutôt sur l'orientation et l'égalité d'accès au droit. Alors, on est en cours de recrutement pour notre référent santé, mais dans tous les cas, vous pouvez poser des questions à tout le monde, sachant que à côté, vous avez l'équipe des certificateurs qui sont là pour relever le défi du chevauchement, parce que vous savez que là, on est en grosse période de certification. Une petite question peut-être? Ouais. Merci. Alors, c'est plutôt une remarque pour votre futur recrutement du champ santé. Alors, en fait, l'ARS utilise aussi des financements européens. Et bien sûr, il ne peut pas y avoir de cumul pour un même projet entre 2 financements européens. Donc attention, parce qu'il va falloir qu'on se coordonne bien pour éviter justement ces chevauchements. Donc on travaille en bonne intelligence avec le service santé du conseil régional. Il faudra bien veiller à ce qu'il y ait une information réciproque pour éviter ces chevauchements. Oui,
Alors, en effet, après concrètement, normalement, il n'y aura pas de chevauchement, en tout cas, on l'évitera au maximum. Je vous vois pas, je vous oblige à pencher la tête. Mais il faut savoir que l'ARS a travaillé avec nous dans l'élaboration du programme opérationnel et y compris le service, santé, de la région. Donc et on continuera à le faire, quand on écrira l'appel FSE. Voilà. Là, actuellement, les appels 2022 qui sont sortis, on a travaillé en partenariat avec les directions opérationnelles de la région qui ont participé à l'écriture du PO et du coup, de fait des appels. Donc, c'est pour ça que je dis normalement, on devrait éviter les chevauchements parce que quand on écrira l'appel qu'on vise en 2023, début 2023, on aura déjà eu un travail en amont pour l'éviter. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la question des une prise en compte des RH sur temps fixe. Ça veut dire qu'on va tendre vers des lettres de mission pour justifier du temps de travail et non plus des fiches temps? OK. À l'instruction, dans la demande financière, vous allez pouvoir préciser si la personne est à temps fixe ou à temps variable. Et quoi qu'il arrive, dans le cas de l'instruction, vous aurez un échange avec mon équipe ici présente pour déterminer si c'est le plus adapté. Si la personne est en temps variable, mais qu'on se rend compte que finalement ces missions peuvent être élaborées sur un temps fixe, on vous accompagnera là-dessus et ça fait d'ailleurs partie des outils qu'on vous met à disposition. On va en reparler. Mais en effet, on applique les deux et on vous accompagne. Notre objectif, c'est simplifier et sécuriser en cas d'audit. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une analyse à l'instruction. Voilà, et puis je présente aussi Aude, qui est notre coordinatrice des contrôles, donc qui vous accompagnera dans les remontées de dépenses et dans les contrôles on pourrait avoir de manière conjointe, que ce soit de la part des auditeurs CCC, co-régional des comptes ou autres. Je vais avancer un peu plus rapidement que ce que j'aurais prévu sur le slide, mais j'aimerais vraiment que Julie elle puisse développer les outils qu'on a mis à disposition. Juste un petit focus sur les indicateurs pour dire que là aussi, il y a une mesure de simplification puisque vous n'aurez plus qu'un seul indicateur à conventionner avec nous par objectif spécifique, un indicateur de réalisation, un indicateur de résultat, sachant que les indicateurs, c'est important de les suivre pour pouvoir. C'est les marqueurs de votre opération, puisque vous l'avez bien compris dans l'application de la politique de cohésion. L'objectif, c'est de suivre, d'accompagner des participants pour qu'ils puissent trouver un emploi ou une formation adaptée à leurs besoins. Là aussi, on s'est un peu simplifié aussi dans le cadre du suivi des indicateurs. Pour les anciens, il y avait un Saphir. Vous avez peut-être connu Saphir avec nous. Donc là, on va devoir l'abandonner puisqu'il n'était plus forcément en adéquation avec nos besoins et avec les difficultés qu'il pouvait avoir par rapport aux porteurs. Donc là, on est en train de travailler avec un prestataire pour en déployer un nouveau qui sera plus simple et plus performant. Et une petite nouveauté, donc ce qu'on a mis en œuvre, c'est la fin des pénalités en cas de non-atteinte des indicateurs conventionnés. Donc, parce que précédemment, si on n'atteignait pas au moins 80% des indicateurs qu'on s'était fixés, on avait une petite pénalité qui était émise au solde. Donc là, ces pénalités ne seront plus d'actualité. Par contre, on aura toujours l'exercice d'aller voir, nous, si l'opération s'est bien déroulée, si elle est conforme aux objectifs conventionnés avec vous et en adéquation avec les moyens que vous avez pu déployer. Des questions? Alors, je vous propose d'enchaîner avec les outils FSE dont on vous a parlé. On peut en identifier 3 types. Donc, on en a parlé tout à l'heure sur l'accompagnement. En annexe des appels, vous trouverez une fiche projet qui permet de détailler votre projet en termes de financement, en termes d'objectifs, de résultats attendus. Et si votre projet est assez mature, vous pouvez remplir cette fiche et nous la renvoyer sur fse@maregionsud.fr, qui est la boîte mail dédiée à notre service. Si au contraire, votre projet n'est pas mature et que vous avez simplement des questions, vous souhaitez aller plus loin avant d'avancer sur ce projet, vous n'êtes pas obligé de remplir la fiche projet. Vous nous envoyez un mail sur cette même boîte mail et on vous répondra
on vous répondra pour vous accompagner, soit vers un dépôt, soit une réorientation, soit un recalibrage du projet. Voilà. Donc, cette fiche projet, vous la retrouvez donc, en annexe des appels qu'on va publier début mai. Vous aurez également en annexe de l'appel ce qu'on a appelé le kit suivi de projet FSE+. Vous y retrouverez des documents types. Là, j'insiste, c'est vraiment des documents types, on ne vous les impose pas, mais notamment, on vous propose des outils pour justifier du temps de travail des salariés, puisque sur le FSE, c'est quand même l'une des dépenses les plus importantes, ou en tout cas, là où les auditeurs s'attardent. Donc, on vous propose des outils qui nous semblent adaptés. Après, vous pouvez les utiliser. Si vous en avez déjà qui fonctionnent, ça ne pose pas de problème. L'instruction est également là pour voir vos outils et les valider ou les modifier au besoin. Également, on se tient à votre disposition si vous avez d'autres besoins en termes d'outils. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté, que vous souhaitez avoir un outil supplémentaire sur votre projet en termes de suivi du FSE, on se tient à votre disposition et vous pouvez nous en faire la demande. Si on peut, on développera bien entendu l'outil. Un deuxième outil, c'est pour suivre les indicateurs de votre projet. Donc là, c'est un kit qui s'appelle Suivi des indicateurs. Donc attention, on n'est plus sur des documents types, mais on est vraiment sur des documents à utiliser, notamment les questionnaires entrée-sortie de votre projet pour les participants. Donc là aussi, si vous avez déjà une plateforme de dématérialisation des questionnaires, il faut simplement adapter cette plateforme au questionnaire papier. Ça, il n'y a pas de problématique. Vous y retrouverez également un guide des indicateurs FSE+, avec les définitions et on vous mettra également à disposition une trame Excel pour ensuite importer automatiquement le tableau Excel dans l'outil qu'évoquait Fatima. Voilà, trois typologies d'outils différents qui ont fait leurs preuves pour la plupart, qui fonctionnent et que vous retrouverez en annexe des appels. Des questions là-dessus ou des besoins peut-être? Alors du coup, sur la minute qui va nous rester, on va revenir sur les modalités de dépôt et de sélection. Un petit schéma pour vous présenter comment ça se passe une fois que vous avez constitué votre projet dans lequel, bien sûr, on peut vous accompagner. Vous déposez votre demande d'aide sur e-Synergie. Il y a plusieurs étapes. La première étape, on n'a pas forcément d'échange avec vous, c'est purement formel, c'est la recevabilité de votre projet. Vous le retrouverez dans l'appel. On vous demande que le projet, votre demande soit datée, signée par une personne habilitée, et j'insiste sur la notion d'habilité. Voilà. Par exemple, Monsieur Muselier, bien que président de région, je dois avoir la délibération de Monsieur Muselier. Transmis dans les délais. Vous verrez en annexe de l'appel, il y aura un calendrier, un résumé de l'appel. Et dans le résumé de l'appel, vous retrouvez les dates limites de candidature. Respectez le montant minimum que nous vous demandons et accompagnez bien entendu des pièces que l'on cite dans l'appel. Une fois cette première étape de passée, on passe à la phase instruction qui regroupe plusieurs points. L'éligibilité de votre projet. Est-ce qu'il répond au programme? Est-ce qu'il répond au règlement? Analyse des critères de sélection. Vous allez être noté et vos projets vont être classés en fonction de l'enveloppe dédiée qu'on a. Et bien entendu, stabilisation, sécurisation, voire simplification de votre plan de financement. Tout au long de cette étape 2, on a des échanges avec vous. Et ensuite, étape 3 et étape 4 que vous voyez un petit peu moins, mais on présente votre dossier en comité régional de programmation. On ne passe pas en délibération de la région. On a une CRP dédiée qui émet un avis. Et ensuite, étape 4, la décision est signée et on peut conventionner avec vous. Pour revenir un peu sur les critères de sélection,
Là aussi, on a voulu un peu simplifier pour ceux qui nous connaissaient sur la précédente programmation. On va vous analyser sur 2 blocs. Un bloc qualité, un bloc performance. Je m'attarde sur le bloc qualité. Donc, on a une petite dissociation entre les porteurs privés et les porteurs publics, où en fonction de la thématique, les points vont varier. Vous êtes noté sur 20, vous devez avoir la moyenne à chacun des 2 blocs pour être éligible. Si vous avez une note inférieure à la moyenne sur un des 2 blocs ou en totalité, votre projet sera considéré comme inéligible. Dans l'appel, on vous précisera comment répondre à ces critères. On a essayé de vous donner tous les éléments de réponse. Vous aurez notamment une annexe à nous remplir pour réunir en un seul endroit toutes les réponses à ces critères. L'objectif vraiment pour les porteurs qui envisagent un dépôt, c'est que votre projet soit facile à lire, à comprendre, qu'il ait été réfléchi, que les actions proposées soient pertinentes, réalistes. Voilà. Donc, le premier bloc, il y a la raison d'être du projet. Est-ce qu'on part d'un diagnostic territorial? Où est le besoin? Le diagnostic, est-ce vous qui l'avez fait? Est-ce que vous vous basez sur des données Eurostat, régionales? Peu importe. Au final, est-ce que vous avez analysé les besoins du territoire avant de proposer ce projet-là? Ensuite, le niveau de maturité du projet, puisqu'on se rend compte avec l'expérience que les projets les plus matures sont ceux qui réussissent et que finalement, une fragilité qu'on sent dès l'instruction peut se révéler difficile à la certification. La valeur ajoutée, l'impact sur le territoire régional, bien entendu. Et critère important, la réponse aux enjeux du développement durable, principe d'égalité femmes-hommes et la non-discrimination. Sur le deuxième bloc, on est plus sur une notion de performance, même si on n'aime pas trop ce terme, et qui sera analysé sur 3 sous-critères. Donc, la capacité administrative. Finalement, est-ce que vous mettez les moyens administratifs pour suivre un projet européen? Même si on met en place des mesures de simplification, il faut pouvoir dédier une équipe à ce suivi. Un des porteurs ce matin le disait très bien, c'est une des clés de la réussite. Une performance financière, notamment une adéquation entre les résultats escomptés et le coût de votre projet, mais également votre capacité financière. Si vous êtes trop fragile financièrement, on ne préfère pas vous mettre en difficulté avec une attente de FSE qui pourrait être longue. Donc, dans ces cas-là, on préfère retravailler le projet et attendre que vous ayez les reins financiers un peu plus solides pour conventionner avec vous. Et enfin, point important, c'est le suivi des indicateurs et la contribution de votre projet aux indicateurs qu'on a établis dans notre programme régional et aux valeurs cibles qu'on s'est fixées tout au long de la programmation. Voilà, je dédie peut-être encore sur des échanges. D'autres ateliers se tiennent, donc pour les personnes qui souhaitent participer aux autres ateliers, vous pouvez y aller. Notamment, il y a un atelier. Il y a un atelier sur la simplification et sur comment monter un projet européen qui est tenu par le SAGE, le service d'appui à la gestion des fonds européens. Et nous, on continue avec le FSE sur les appels FSE+ 2022. Merci beaucoup.